RCF. Alors le débat de ce soir, apprentissage, quel accompagnement dans le monde professionnel, est à mon avis au cœur du projet de là-haut sur la colline, puisque l'objectif était d'évoquer quand même la formation tout au long de la vie. Quelle est la place de cette formation? Comment ça peut se passer? Est-ce que c'est différent selon la taille des entreprises? Est-ce qu'il existe des formations bidons? Peut-être qu'on pourra se poser la question aussi. Donc toutes ces questions sont assez intéressantes en s'adressant à des jeunes et des moins jeunes quand il s'agit de se projeter sur les expériences professionnelles et le développement de celles-ci, le fait de grandir à l'intérieur des entreprises ou des services publics, qu'importe. Est-ce que les possibilités offertes sont intéressantes, riches et prometteuses? On va organiser le débat de la manière suivante. Je vais donner la parole à Isabelle Lemouillour, qui est une des responsables de l'Institut fédéral pour la formation professionnelle, que vous avez déjà entendu hier soir dans le débat sur la démocratie, agir ensemble, etc. À Stéphane Perron, conseiller du recteur de l'Académie de Nancy-Metz, Raphaël Barry, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lorraine, et qui est aussi membre d'une équipe de recherche sur le processus éducatif. Donc, leur expertise est très utile parce qu'il ne s'agit pas de dresser des constats mous et de surface, mais d'entrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire quels sont les accompagnements et en fait les offres dans le monde professionnel en matière de formation, qui a accès, comment, est-ce que c'est riche et est-ce que c'est prometteur. On va peut-être commencer par l'exemple allemand, qui est souvent donné en modèle, parce que plus abouti, plus réfléchi, plus attentif peut-être aussi aux personnes. Donc je donne la parole immédiatement à Isabelle Lemouillour. Merci. Je dirais que de nos jours, on n'ouvre pas un journal ou un journal télévisé sans entendre parler du manque de personnel qualifié, sans entendre parler de la nécessité d'apprendre tout au long de la vie. Et c'est vraiment, que ce soit les politiques, les entreprises, les citoyens, il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre. Pourquoi ? En 2022, il y a à peu près encore 630 000 postes ouverts. Ce sont les données de l'organisme de recherche des employeurs qui correspondent à 400 métiers qui requièrent des diplômes de formation et d'éducation professionnelle. Si on regarde un peu sur ces 400 métiers, il y en a encore 64 qui ont besoin de personnes pour des postes d'assistants. Et pour 16 de ces métiers, on sait qu'ils seraient accessibles si les personnes suivaient une formation continue. Dans quel secteur ? Les secteurs la vente, logistique, gastronomie, peintre, soudeur, hôtellerie, plastique, chimie, construction. Ce sont les secteurs les plus en demande pour l'instant. Il y a aussi la demande dans le secteur de la santé médicale, aide à la personne. Mais là, c'est plus compliqué d'atteindre une qualification ou une certification en passant par la formation continue, puisque c'est des métiers assez spécifiques en Allemagne, avec une loi aussi spécifique. D'un autre côté, si on regarde les discussions en Europe, l'OCDE, pardon, on a un benchmark pour le 2030, où il faudra que 65% de la population active ait eu le droit à une formation continue. Donc on peut prendre les statistiques d'une façon ou d'une autre. On sait en Allemagne qu'on atteint les 65%. On a négocié pour ça aussi le benchmark, du moins au sein avec les collègues de la Commission européenne. Mais si on regarde, et je pense que c'est un peu partout, ceux qui ont accès à la formation continue, ce sont les plus diplômés, ce sont les plus qualifiés. Donc il y a un besoin vraiment d'amener à la formation continue les personnes les moins qualifiées.
Parmi les personnes les moins qualifiées, on a bien sûr de nos jours les populations migrantes, les populations qui sont arrivées sans pouvoir démontrer sur le papier leur certification, leur qualification. Et dès 2018, l'État allemand a passé une loi sur la reconnaissance des acquis ou des qualifications pour les personnes migrantes. Mais un processus qui n'est pas sur le mode de la VAE en France, mais un processus qui est sur le mode de compréhension de la formation en Allemagne. Donc j'en avais parlé hier, il faut démontrer des années d'apprentissage sur le terrain, en entreprise, c'est ce qui compte le plus. Il faut démontrer, bien sûr, ses connaissances plus théoriques, mathématiques, langues, etc., etc. Et il faut les démontrer sur le papier. Donc on sait très bien que les gens qui sont en fuite ne pensent pas spécialement à mettre leur diplôme ou leur certificat d'emploi dans leur bagage. Ils ont d'autres soucis. Donc ce système qui a été mis en place, et quand je mets en place, ça veut dire les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'artisanat, les ministères, les pôles emploi ont tous ouvert des bureaux pour aider les personnes migrantes qui seraient sur le sol allemand à passer ce processus de reconnaissance. Et petit à petit, s'est mis en place un processus de reconnaissance partielle vers une certification réglementée. Donc on en a 327 en formation initiale, on en a 240 en formation continue, et on en a pour les formations continues réglementées qui dépendent des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat. J'avais noté le chiffre, je ne l'ai pas en tête, 2500. Donc le système est pour en partie réglementé, et on a essayé de savoir les personnes qui seraient issues de la migration, dans quelle mesure leurs connaissances recouvrent les connaissances exigées pour acquérir ce certificat allemand. Bien sûr, il y a toujours un delta entre ce que vous savez et ce qui est demandé pour la certification. Et ça a amené une réflexion sur comment offrir des formations qui correspondent au delta, et bien sûr comment les certifier. Et c'est ce qu'on observe ici aussi dans mon institut, c'est ce qu'on appelle des certifications partielles. Donc oui, on est en train de travailler sur la réglementation des certifications partielles qui serait, c'est un mot qui était interdit en Allemagne jusqu'à 1 an à peu près, ça serait une modularisation de nos certifications et de nos parcours en Allemagne. Et c'est vraiment quelque chose qui... C'était un non-dit, c'était un interdit lorsqu'on parlait avec les collègues, soit de l'Institut, soit des ministères, parce que des fois je présente aussi le modèle français. C'était un non-dit. Une modularisation n'est pas possible, puisqu'il faut apprendre au cours de la formation pour être qualifié, pour être un expert, un professionnel. Et on ne peut pas être un professionnel selon la logique en additionnant des petits morceaux qui ne seraient pas forcément vraiment comme un rouage, l'un menant l'autre, etc., avec un approfondissement au cours des années des compétences et des expériences. Donc on est sur ce chantier-là, de changer, d'introduire des certifications partielles. Et puis on est aussi sur un autre chantier, et ça c'est la nouvelle du jour, puisque le Bundesrat a aujourd'hui ratifié la loi sur l'immigration, qui contient un volet sur comment reconnaître les certifications, les qualifications des personnes migrantes, avec un système de points un peu comme ce qui se fait au Canada ou aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Zélande, avec différentes catégories de personnes ou de certifications. C'est-à-dire les personnes qui arrivent avec une formation qu'ils ont finie, qui ont un diplôme, des personnes qui n'auraient pas tout à fait le diplôme et des personnes qui n'auraient pas du tout de diplôme, dans le sens des formations reconnues dans le système fédéral. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Le troisième chantier, et ça c'est quelque chose qui a commencé en 2015,
c'est que dans le sens du consensus des partenaires, le système de formation initiale et continue et dépend de la conjoncture, puisque ce sont les entreprises qui offrent les places de formation. Et les partenaires sociaux, les ministères, se sont mis d'accord depuis 2015 sur ce qu'on appelle les alliances pour la formation initiale et continue. C'est-à-dire qu'ils se fixent eux-mêmes des objectifs en termes d'ouverture des places de formation initiale et continue. Ils se fixent eux-mêmes des objectifs en termes de développement de conseils, de soutien aux personnes qui seraient à la recherche d'une formation continue. Et depuis 2022, dans sa version actualisée, nous avons une stratégie nationale pour la formation continue qui contient un gros volet sur l'orientation, puis sur le financement, l'offre, la régionalisation, ce qui n'est pas non plus très facile en Allemagne avec les Landes, et sur le concept de planification de la qualification en entreprise. Si on lit un petit peu en transversal le document, on s'aperçoit que de plus en plus les personnes sont responsables de leur avenir. En allemand, on dirait de leur Schicksal, c'est-à-dire qu'elles doivent être aussi mises en condition de s'orienter, de faire des choix, de développer des stratégies professionnelles. Et c'est là que l'on a... c'est pas tout à fait nouveau, mais ça remonte un peu à la surface dans le domaine de la recherche, des recherches sur des nouvelles familles de compétences, la compétence de faire son choix professionnel. C'est une traduction un peu artisanale, mais je pense que ça vous parlera, qui n'était pas au premier plan, puisqu'on parlait surtout des compétences métiers. Après, on parle des compétences transversales que vous connaissez, la capacité de travailler en équipe, etc. etc. Mais on a, je vois l'émergence de ce genre de recherche, de discussion et d'élaboration. Et pourquoi ou vers quels instruments les personnes seraient orientées. Et juste pour vous citer quatre initiatives dans le cadre de cette stratégie nationale pour la formation continue. Le ministère fédéral pour l'éducation et la recherche développe une plateforme digitale pour offrir la transparence, la possibilité de faire son choix si on est à la recherche d'une formation continue professionnelle, puisqu'il y a aussi celles qui sont plutôt du domaine personnel, qui sont couvertes par les universités populaires. Ça, c'est la tradition du XVIIIe siècle et avant. On a aussi, avec le ministère des Affaires sociales, une autre plateforme, avec pour l'instant 4,5 millions d'offres de formation continue. Donc vous voyez les chiffres, c'est astronomique pour trouver son chemin sur la plateforme. Il faut vraiment être aidé. Mais on a aussi les chambres d'artisanat qui elles, développent des conseillers en carrière, avec un axe spécifique sur ce qu'ils appellent, et ce que nous appelons aussi au niveau fédéral, les formations professionnelles de niveau supérieur. Ça peut paraître bizarre en France. Si on regarde les statistiques françaises, la majorité des apprentis en France sont niveau bachelor-master, et en Allemagne, c'est l'inverse. Donc la plupart des apprentis sont niveau, je ne sais pas, cadre européen, c'est niveau 4, 3, 4, donc CAP, BEP. Donc on a vraiment l'inverse de la population par rapport à la France, d'où l'intérêt pour l'instant des chambres d'artisanat en particulier pour ce genre de formation, puisqu'ils ont besoin de personnes aptes à accompagner la transition écologique, énergétique et numérique. Et puis une initiative intéressante du syndicat des entreprises minières et chimie énergie. C'est ce qu'ils appellent les accompagnateurs en formation continue. Donc ce sont des personnes qui sont syndiquées et qui, dans le cadre de leur mission de syndicalistes en entreprise, vont aider leurs collègues, syndiqués ou non,
dans leur voie vers une formation continue. C'est un modèle qui existe en Angleterre depuis les années 70-80. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est prévu dans cette stratégie de formation continue. Tout ça s'inscrit et peut-être ça sera l'occasion de faire quelque chose, je ne sais pas, cette année ou en début d'année prochaine. Je voudrais quand même rappeler qu'au niveau européen, 2023, c'est l'année des compétences. C'est ce qu'on appelle le European Skills Years. Et c'est aussi l'occasion de présenter, que ce soit d'Allemagne, de France ou de Navarre, les initiatives et les choses qui se font non seulement par les acteurs politiques, mais aussi dans le secteur du volontariat. Donc si jamais vous savez qui coordonne pour la France cette année, sonnez à la porte, c'est l'occasion d'engager le dialogue. Sinon, vous pouvez aussi me contacter, je fais ça aussi pour le ministère. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais poser la question à Stéphane Perron. Est-ce qu'il vous semble que dans l'Académie Nancy-Metz, on prépare les élèves, les étudiants, à cette hypothèse d'une formation continue tout au long de la vie? J'aime bien votre question. Non, mais j'aime bien votre question parce que, comme vous l'avez dit quand vous m'avez présenté, vous avez dit conseil du recteur. Et donc recteur, voilà, le représentant du ministre voilà, sur le territoire pour l'éducation nationale. Et tout de suite, vous avez attaqué effectivement sur les... Il se trouve que, justement, dans mes attributions, je travaille et pour le recteur sur la formation professionnelle sous toutes ses formes. Initiale scolaire, initiale par apprentissage et continue. Alors, est-ce qu'on les prépare ? Par rapport à ce qui a pu être dit, et pour faire le lien aussi, je ne vais pas me positionner sur le résultat en tant que tel. En tout cas, on essaye. Et je pense que l'appareil de formation, pour le coup, de l'éducation nationale, c'est très étrange. Il y a une vraie injustice, je trouve, sur le territoire français, qu'on essaye de résoudre, justement, depuis quelques années, pour répondre à votre question. Parce que souvent, dans l'esprit j'allais dire, général, on oppose éducation nationale, l'école, voilà, avec un grand E, et puis la formation pro, en oubliant que l'éducation nationale est le premier pourvoyeur de formation professionnelle. Dans le Grand Est, un apprenti sur 5 dépend de l'éducation nationale. Voilà. Et l'éducation nationale s'appuie sur son appareil de formation Initial Scope pour faire de la formation continue pour les adultes, au travers de ce qu'on appelle le réseau d'Egreta. Et ça, c'est pas nouveau, en réalité. C'est très ancien et souvent, il faut régulièrement le répéter. Autre élément aussi, finalement, on a longtemps opposé, et à mon sens à tort, même si sur le plan politique, de la gouvernance, il y a des différences majeures qui transparaissent avec l'Allemagne, mais le modèle allemand, le modèle français, mais sur la formation pro, en réalité, on a toujours fonctionné sur le modèle de l'alternance. Et c'est aussi pour répondre à la question chapeau, quelle place des apprentissages dans l'entreprise ou voilà. Aucune formation professionnelle en France ne s'est jamais faite sans l'entreprise. Je le dis. Et voilà, je sais qu'il y a des personnes dans l'assistance à qui ça tient à cœur aussi. On a toujours été sur un modèle d'alternance, mot qu'on emploie souvent de très mauvaise manière. On fait souvent une analogie entre alternance et apprentissage en tant que statut. L'alternance, ça désigne une modalité. C'est-à-dire de faire une partie de sa formation en centre de formation, je vais l'appeler comme ça, qui peut être un lycée ou autre, ou pas d'ailleurs, et une partie en entreprise. Systématiquement, un lycéen professionnel passe 2 mois par an en entreprise. Oui, ok, un apprenti va passer la moitié de son temps, mais un lycéen professionnel, il passe 2 mois en entreprise. Un stagiaire de la formation continue, un adulte, lui aussi va forcément à un moment donné passer par l'entreprise. Donc est-ce qu'on les prépare ? Moi j'en suis persuadé, y compris par des nouveautés là, qui viennent d'être annoncées. La création par exemple du bureau des entreprises dans chacun des lycées professionnels, lieu de convergence justement de tous ces acteurs, c'est le but. Ça existe.
on n'invente pas l'eau chaude, hein, si je puis dire, mais on va renforcer encore ce lien. Est-ce qu'on les y prépare? Oui, notamment par la modularisation. Ça, c'est plus récent, il faut être très honnête. Mais aujourd'hui, chacun des diplômes professionnels sont présentés, ils sont rénovés sous la forme de modules, de blocs de compétences. Ce qui est très important pour nous, justement, éducation nationale, parce que ça a été dit tout à l'heure en introduction, la question, elle est majeure, j'allais dire, de manière structurelle. Dans l'entreprise, on doit mettre à jour les compétences, on doit faire face à l'évolution technologique, etc. Donc, de fait, il faut se poser la question de quels apprentissages mettre à disposition du personnel actuel ou futur. Mais elle est aussi très très prégnante, hein, et finalement les chiffres sont différents, mais en tout cas pas en termes d'étiage. On a exactement le même constat sur strictement les mêmes domaines aujourd'hui sur le territoire national et sur le territoire du Grand Est. Il n'y a plus une seule branche aujourd'hui qui n'est pas en tension pour l'emploi, sauf peut-être la branche commerce-vente, qui recherche continuellement, mais qui nous dit on y arrive. Voilà. Toutes les autres nous disent on n'y arrive pas, on n'a pas, voilà. Alors, quand le propos est caricaturé, on nous dit oui, mais c'est parce que ça ne matche pas, parce que les formateurs, quels qu'ils soient, d'ailleurs, éducation nationale ou pas, alors bon, nous, en étant les premiers, forcément, on est en tête de gondole, si j'ose dire, donc voilà, on peut servir facilement de cible en disant vous ne savez pas les former, venez voir en entreprise ce qui s'y passe, ça tombe bien, on le fait avec vous en réalité, et depuis toujours, donc c'est pas une nouveauté, mais parce qu'il y a des tensions. Et justement, en plus, on rentre dans une quadrature du cercle, parce qu'il y a aujourd'hui une impérieuse nécessité pour les entreprises, et elles sont ouvertes, elles veulent participer à la formation, et en même temps, de fait, comme elles sont en tension en emploi, elles ont moins de ressources à mettre à disposition pour pouvoir former, pour pouvoir accueillir des adultes dans le cadre par exemple de formation en situation de travail, de stagiaires justement de l'initial scolaire, d'apprentis. Vous avez posé en introduction la question de la taille de l'entreprise. C'est un problème majeur. Il est très clair que il n'y a absolument aucune égalité entre le très gros groupe qui va avoir une GPEC bien établie, qui va avoir toute une chaîne avec des cadres, pour pouvoir prendre en charge, où il va y avoir de la formation, même de tuteurs ou de formateurs internes. Enfin voilà. Et puis la PME, la TPE, qui a les mêmes problèmes finalement de recrutement, qui voudraient aussi pouvoir participer à la formation. Et puis forcément, quand il y a 3 personnes, c'est un peu compliqué d'en dédier 3 à la formation. Donc, est-ce qu'on les y prépare? En tout cas, on le fait. En termes de nouveautés, là aussi, alors qui date d'il y a 1 an, mais je tiens à le dire parce que c'est ce que je disais, un peu l'injustice, finalement, vis-à-vis de l'éducation nationale, de l'image que ça peut avoir ou que ça charrie, c'est que la formation professionnelle en France, en fait, on a toujours un peu, depuis bien longtemps, joué le « en même temps », tiens, si j'ose dire. D'un côté, on a un appareil éducation nationale, avec bien sûr sur la partie pro, l'ambition d'apporter des compétences professionnelles, mais d'aller au-delà, de se donner aussi les missions de la formation du citoyen, de la formation de la personne dans toutes ses dimensions culturelles, etc. Et puis, de l'autre côté, une formation professionnelle plus, j'allais dire, dirigé, gouverné par les entreprises, les chambres, etc., qui a un but plus d'intégration et d'insertion, et parfois avec une concurrence. Depuis l'an dernier, nous avons aujourd'hui une ministre dédiée à la formation professionnelle. C'est pas un petit sujet, puisque systématiquement, tout ce qui est cadrage réglementaire, etc., il y avait le cadrage éducation nationale, le cadrage ministère du Travail. Et avec l'éducation nationale qui, dans son appareil de formation pro, était soumis aux 2. C'est toujours le cas, bien sûr, mais aujourd'hui, on a une ministre déléguée qui dépend des 2
ministère et qui a pour mission justement de faire cette synthèse et d'essayer de résoudre parfois cette sorte de concurrence. Donc voilà je ne sais pas si je réponds exactement à la question, si j'ouvre, mais oui, on les y prépare, il y a des éléments positifs. Après, le résultat est compliqué aussi pour des raisons conjoncturelles, comme ça a été souligné, comme pour le cas de l'Allemagne. Avec M. Raphaël Barry, je voudrais prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, on a évoqué le processus éducatif qui est l'objet de vos études. Alors, si vous parcourez l'ensemble du spectre du processus éducatif, la question qui vient, me semble-t-il, immédiatement à l'esprit, quelle est la place dans ce processus éducatif, en France notamment, pour la formation continue? Est-ce qu'elle est centrale, importante quand vous analysez le processus éducatif, ou est-ce qu'on tombe dans les pièges que j'évoquais tout à l'heure, la culture du diplôme, et puis après on voit? Alors, indéniablement, il y a une culture du diplôme en France, on est en plein dedans. Alors, l'approche par compétences, on pourra en discuter, mais ça pose des questions, ça soulève des problèmes. Mais l'apprentissage, c'est pas juste l'apprentissage professionnel. Donc on apprend dans tous les secteurs de la vie, et il n'y a pas forcément de continuum en fait entre les apprentissages informels qu'on fait au quotidien, et que ce soit le quotidien personnel ou professionnel, et puis ce qu'on va faire en formation continue et ainsi de suite. Donc ça c'est peut-être un peu la limite en fait, parce que dans la question de départ qui était posée, c'était savoir quelle était la place de l'apprentissage dans la vie actuelle. Ma question, elle était plus sur la forme. Voilà. Plus sur la formation continue. C'est-à-dire, est-ce que dans les processus actuels, la formation continue est valorisée ou pas? Moi, j'ai l'exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille, l'entreprise de presse. Tout le monde voyait ses comptes de formation exploser et personne n'en faisait un bon usage. C'est le paradoxe des professions intellectuelles supérieures, c'est qu'on en profite moins parce qu'on se forme un peu tout seul. Alors, la formation continue, elle est de plus en plus prise en compte, elle a une place de plus en plus grande. Moi, je ne suis pas un spécialiste des textes réglementaires. Ça fait une trentaine d'années que je m'occupe de formation d'adultes. On prend de plus en plus en compte la formation, déjà parce que ça touche de plus en plus de métiers et de plus en plus souvent. Si je prends l'exemple de mon garagiste, Philippe, il a eu son bac pro au début des années 90 avec des voitures où on montait encore les vitres à la main. Bon, alors petit à petit, toutes les vitres sont devenues électriques, mais sa formation, c'est un mécano. Et il a dû se mettre à l'électricité. Et il s'est trouvé qu'à un moment, les mécaniciens avaient le même niveau en électricité que ceux qu'on appelait électriciens auto 15 ans avant. Il s'est mis à l'électricité, il s'est mis à l'électronique, et demain, ce sera du tout électrique géré par de l'électronique. Donc, on est de plus en plus concernés. On l'apprend aussi. On voit aussi que la formation continue dans les modalités, etc. Il y a beaucoup plus d'invention, de créativité qu'avant. On va sur des modes beaucoup moins transmissifs, et ainsi de suite. Donc, on peut dire qu'on prend de plus en plus en compte la formation continue. Du point de vue professionnel, elle est de plus en plus valorisée. Pour ce qui est des apprentissages en dehors, on pourrait en discuter. Et après, on peut aussi se poser la question du type de formation, à qui elle s'adresse. On en a parlé tout à l'heure. C'est en moyenne, 60% des cadres suivent une formation par an, 20% des ouvriers. Donc la formation continue n'est pas si égalitaire que ça. Elle pose ça a été dit tout à l'heure, mais c'est sans doute très vrai, ça. C'est aussi vrai en France qu'en Allemagne. Il y a des types de formations qui sont plutôt réservés à certaines personnes qu'à d'autres. Alors moi, je travaille beaucoup sur le savoir-être, ce qu'on appelle maintenant les soft skills, parce que quand c'est anglais, ça paraît plus intelligent. Et les soft skills, les formations s'adressent aux cadres. Ouais. Parce qu'on sait tous qu'un ouvrier, un technicien, il n'a pas besoin de développer des compétences communicationnelles ou autres. Sauf que quand vous faites changer... Non mais attendez, j'y vais. Quand vous faites changer vos fenêtres, c'est l'ouvrier qui est représentant de l'entreprise. Ouais.
C'est lui qui va avoir un certain comportement, qui va éventuellement bien s'ajuster à votre façon d'être, à votre façon de communiquer. Un dernier point sur la prise en compte de la formation continue. La formation continue en France, alors ça me fait bizarre de dire une longue histoire parce qu'elle est née presque en même temps que moi. Elle date de 1971. C'est une grande loi en 1971 qui affirme le droit à la formation continue tout au long de la vie de l'ensemble des Français. Donc il y avait une grande loi, on était encore un peu dans l'esprit de 68 et on était dans une visée d'éducation continuée. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, ce droit à la formation est devenu un droit à la formation continue professionnelle. Et que, du coup, ça a posé des problèmes. Par exemple, les formations sont de moins en moins choisies par les personnes. Ce qui en soi n'est pas forcément un défaut, parce que nous-mêmes, quand on était à l'école, on ne l'a pas choisi. Mais souvent, c'est mal accompagné par l'encadrement pour donner sens à la formation. Donc on se retrouve avec des gens en formation qui peuvent être dans la résistance ou en tout cas qui ne vont pas profiter complètement de ça. Donc depuis les années 90, je trouve que la formation continue, l'apprentissage tout au long de la vie a de plus en plus droit de cité dans son dimension professionnelle indéniablement. J'aurais une question un peu d'actualité, me semble-t-il. Avec la réforme des retraites, s'est posée la question de l'emploi des seniors. Et un des enjeux autour de la discussion de l'emploi des seniors était le suivant. Est-ce que ces seniors maintenus dans l'emploi à 2 années supplémentaires, 62 à 67 ans, ne peuvent pas remplir des tâches de formation pour les gens qui sont dans l'entreprise? Mais est-ce que naturellement on est formé à la formation? Est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager des programmes de formation des seniors si c'est les nouvelles tâches qu'on leur propose en les maintenant dans l'emploi jusqu'à 64 ans? Ça, c'est la vraie question. On parlait d'alternance tout à l'heure. Le problème aussi de l'alternance dans les entreprises, c'est de trouver des maîtres de stage. Ouais. Et donc, c'est trouver des gens qui sont assez disponibles pour encadrer, mais aussi qui se sentent de le faire. Oui. Et moi, je suis responsable de l'alternance dans l'école d'ingénieurs où je travaille. Les futurs maîtres d'apprentissage sont très en demande de formation sur ce registre-là, mais ils en ont très peu. Mm-hmm. Je vais prendre le micro pour allez-y. passer là comme ça. En passant. En passant, oui, il faut faire attention. Au niveau de la formation des formateurs, on a un règlement pour les formateurs en entreprise. Et si demain, par exemple, on a aussi des apprentis au BIP, à l'Institut, et si demain je voulais être maître de formation, d'apprentissage, j'aurais une partie qui serait couverte par le diplôme universitaire, donc c'est ce qui est pédagogie, mais je devrais suivre un cours pour obtenir mon certificat de formateur en entreprise. Et c'est ce qu'il y a aussi dans cette stratégie nationale pour la formation continue. Il y a beaucoup d'investissements sur la formation des formateurs en formation continue. Parce que les personnes vont connaître leur métier, ça c'est sûr. Il y a l'expérience des années de mutation et d'acquisition de connaissances et de compétences. Mais il manquera peut-être un élément sur la pédagogie, sur l'accompagnement psychologique aussi des personnes. C'est peut-être des personnes qui auront peut-être plus de difficultés. Et tout ça, ça s'apprend. On n'est pas maître d'apprentissage comme ça. J'ai travaillé avec les collègues, par exemple, au Portugal, qui développaient aussi leur apprentissage. Et ils disaient, non, on a des très bons spécialistes, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est des gens qualifiés. Mais ils n'avaient pas pensé au sujet de psychologie, de personnes qui ont peut-être des difficultés à apprendre ou de personnes qui ont des difficultés à comprendre le changement. Parce qu'il faut expliquer aussi aux personnes qui seront en formation que le monde change et qu'une prise ne ressemble plus à une prise comme elle était il y a 5 ans.
C'est pas que le rouge et le noir soient différents, mais bon, il y a beaucoup de changements entre-temps aussi. Et il faut avoir cette capacité d'apprendre le changement. Et je pense que c'est essentiel, sinon on n'y arrive pas. Maintenant, je donne le micro à mon voisin. Allez-y. Non, je vous en prie. Oui, alors là, vous soulevez un élément majeur, hein, qui n'est pas réglé comme en Allemagne de manière réglementaire très contraignante. En revanche, c'est un vrai sujet dont on s'empare. Déjà parce que, justement, suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a permis en France, dans le Grand Est, on était un peu à part, parce que on avait quand même aussi une histoire commune avec l'Allemagne et donc une tradition, et donc sur toute l'Alsace-Moselle, et du coup c'est un peu diffusé aussi en Meurthe-et-Moselle, un peu moins dans les Vosges et dans la Meuse, mais et encore moins dans l'ex-Champagne. Mais pour autant, on est une région où il y avait beaucoup d'apprentissage d'une part, tout court, et beaucoup d'apprentissage au sein de l'éducation nationale par ailleurs. Donc à ce titre-là, on est un peu à part. Pour autant, on a quand même énormément augmenté le nombre d'apprentis en France. Vous savez, on a un objectif d'1 million d'apprentis avant la fin du quinquennat. On l'aura atteint bien avant. On est à plus de 870 000 aujourd'hui. Attends, je peux vous interrompre, oui. Là, j'ai observé comme enseignant aussi que l'apprentissage montait dans les tranches d'âge. Vous avez des apprentis à Sciences Po, ce qui est quand même pas... Très clairement. La figure... Très clairement, mais ça rejoint, alors je ne sais pas comment on va par esprit d'escalier, ça rejoint un élément que vous avez évoqué, mais je voulais juste revenir, mais je vais y revenir, si vous voulez bien, sur le point que vous soulevez sur la formation du formateur ou du tuteur, ou enfin on l'appelle comme on veut, du maître de stage, voilà. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a des financements, très clairement, notamment gérés par les OPCO. C'est une vraie question. Les organismes de formation sont invités à vraiment créer des programmes. Et là, on bute vraiment, aussi pour des raisons conjoncturelles, mais peut-être aussi culturelles, disons les choses, parce que peut-être que dans le monde professionnel, je crois que dans le monde académique, tout le monde sait à peu près qu'il ne suffit pas de savoir pour savoir faire passer. Autrement, on serait tous profs de français ici autour de... Voilà. Et on sait que c'est plus compliqué que ça. En revanche, dans le monde professionnel, parfois on a peut-être l'illusion que parce qu'on sait faire, voilà, on saura faire passer. Et très clairement, pour l'instant, moi, en tant que... Voilà, je chapeaute le réseau des GRETA. Donc là, on est les GRETA sont des organismes de formation comme les autres, dans un marché concurrentiel, accessoirement. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur la formation continue, mais c'est un vrai marché aussi. Il faut l'assumer comme tel, et c'est le cas. Ça n'a pas de succès, disons les choses. On n'arrive pas à vendre nos formations de formateurs. Et on est en train de changer sans arrêt les formats pour les réduire, mais aussi pour des raisons, alors je parlais culturelles peut-être, mais il faut le reconnaître aussi, conjoncturelles. Quand une entreprise s'engage pour prendre un stagiaire de la formation continue adulte, un apprenti, etc., elle sait qu'il y a de l'investissement humain derrière, qu'elle va perdre en productivité sur un ou deux postes de travail, etc. Et donc si en plus il faut dégager du temps en amont pour... Voilà, bon, vous voyez, le cercle vicieux est là. Le point que je voulais évoquer là par esprit d'escalier, c'était sur le sujet des soft skills, parce qu'on revenait sur ce sujet-là. Alors là, j'ai un désaccord avec vous, je vous le dis, on est dans le cadre d'un débat. C'est peut-être vrai sur les adultes. En revanche, nous, aujourd'hui, c'est le sujet majeur de la formation professionnelle initiale, scolaire. Voilà. Très clairement. Voire même, ça peut prendre presque trop de place. C'est-à-dire on peut avoir pour l'insertion des employeurs qui nous disent, mais finalement, OK, il y a le diplôme, OK, il y a les compétences, OK... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, le savoir-être, c'est la ponctualité, c'est les soft skills. Finalement, peu importe la formation qu'il aura eue. Dans certains secteurs, c'est très, très prégnant. Vous le savez, on est en très grande crise sur le service, par exemple, en restauration. Voilà. On en arrive à un point où, quand on discute avec les branches, ils nous disent, mais finalement... c'est pas le diplôme qui va nous intéresser. Si la personne elle maîtrise une langue étrangère et qu'elle a les soft skills, on va lui apprendre, nous, sur le tas et sur le lieu de travail à servir. C'est plus compliqué que ça en vrai. Le service, c'est un vrai métier. Et c'est là que parfois on a des débats un peu rugueux. Voilà. Et ce que vous disiez sur l'explosion de l'apprentissage au niveau supérieur, ça c'est un constat.
très clairement. C'est un constat. Depuis 2018, c'est une explosion. On peut le dire comme ça, hein, dans le sup, dans le bac plus. Statistiquement, c'est énorme. Et pour la raison qu'on évoquait, parce que très clairement, les soft skills sont là pour l'accueil en entreprise. Voilà. On s'adresse à un public, non, alors je caricature, mais en tout cas, on n'a pas un jeune de 15 ans. Les soft skills, c'est pas la politesse, la politesse. Je sais. Non, vous avez raison, c'est beaucoup plus complexe. Mais en revanche, c'est comme ça qu'on nous le dit aussi en termes d'employeurs. Vous avez entièrement raison. Hein. Mais on nous les résume comme ça. Prendre un jeune post-bac qui va commencer à avoir un certain âge, qui va commencer à avoir aussi quelques compétences de base, même professionnelles, etc., ce sera plus simple que prendre un ado, parce qu'un ado est un ado. Non, mais tout simplement, et que dans l'initiale scolaire, ça fait longtemps qu'on sait que les ados sont des ados, ça peut être compliqué dans certaines entreprises d'accepter d'avoir un ado. Bien, il nous reste un peu de temps pour vos questions. Allez-y, là, profitez-en. Vous avez un champ d'expertise étonnant devant vous. Oui, donc Odile Delay. Donc j'ai travaillé longtemps dans la formation professionnelle initiale. On a lancé les questions d'apprentissage aussi en l'établissement scolaire. Il a fallu un gros travail sur l'adaptation à la fois des enseignants et des formats de formation pour assumer cette alternance qui est plus forte et puis mélanger les publics, formation initiale, formation continue, formation par apprentissage. Donc là, il y a eu un gros effort de la part des enseignants, de la part des plateaux techniques, de la part de beaucoup de choses. Ça marche puisque ça monte en puissance. Je rappelle quand même que le bac pro, c'est 1/3 des bacs en France. C'est énorme. Et que l'objectif d'atteindre 85%, 95% d'une classe d'âge au bac, c'est grâce à la formation professionnelle. Donc ça, on le dit pas assez, c'est pas médiatique, c'est pas mais c'est énorme. Quand on annonce les résultats au bac, on n'annonce jamais les résultats du bac professionnel. Donc là aussi, il y a un réel imaginaire sur leur médiatique, culturel, etc. Sur aujourd'hui la formation professionnelle, c'est une formation diplômante, qualifiante, qui amène à des vrais métiers, etc. Donc sur la question de la technicité métier et de la question, donc c'est toujours cette ambivalence, c'est apporter une technicité au niveau de la formation, du geste professionnel, et à la fois apporter cet aspect culturel, sociétal, savoir travailler ensemble, travail d'équipe, la question d'ouverture au niveau des langues, etc. Tout la connaissance des codes aussi, des codes de l'entreprise, des codes de métier. C'est vraiment très complexe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a à développer et que c'est peut-être difficile, je pensais par rapport à la modularisation, c'est peut-être difficile justement de travailler ces questions-là parce que ça nécessite du temps, ça nécessite un cadre qui soit posé, sécurisant, qui soit rassurant, développer l'autonomie de la personne, sa capacité à agir, sa capacité à s'auto-former plus tard. Et je trouve que si on est sur du module one-shot, 2 mois, 3 mois, et par contre, ce qui passe à là, c'est les questions des soft skills, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre si on veut que cette formation professionnelle soit vraiment l'émancipation et soit vraiment la promotion sociale et puis l'insertion professionnelle plus tard, quoi. C'est d'autant plus nécessaire. Hein. Apprendre à apprendre, c'est un peu ma came, c'est mon domaine de spécialité. Donc là, c'est plus que fondamental. À la fois au niveau professionnel, c'était en 2016 ou 2017, il y a Pôle emploi qui avait fait un peu le buzz en disant d'ici 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors il citait une étude d'un cabinet de consulting international bien connu en France, McKinsey, qui lui-même citait des chiffres donnés par une grande entreprise de travail d'intérim, qui les avait sortis un peu comme ça, en se disant, voilà, notre objectif, ce sera ça. Plus sérieusement, le Forum économique mondial, il y a 3 ans, a fait des projections où 60% des emplois en 2030 seront complètement différents d'aujourd'hui. Donc, pas forcément nouveaux, mais différents. Un exemple
vous avez tous fréquenté une bibliothèque, une médiathèque. Quelle est la raison d'être aujourd'hui d'une médiathèque? Plus personne ne lit, les jeunes ne lisent plus, on lit de moins en moins. Je fais de la provoque, mais vous voulez écouter de la musique, vous découvrir un jazzman. Alors, il y a 20 ans, il fallait encore aller à la médiathèque. Maintenant, vous avez ce qu'il faut. Vous avez des plateformes en ligne. Vous voulez découvrir un film, vous n'avez plus besoin d'aller chercher le CD. Donc, aujourd'hui, les bibliothécaires, les médiathécaires, ils se posent la question de qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans. Parce que c'est de moins en moins des distributeurs de livres, et c'est de plus en plus des médiateurs culturels. Il faut qu'ils réinventent tout leur métier. Et ça fait qu'ils vont aussi faire évoluer leurs compétences. Et comme les services d'aide à la personne, de plus en plus, il y a le CARE, mais il y a aussi tous les services, le bricolage, etc. Et on attend aussi de plus en plus de gens qui vont aider, par exemple, pour tout ce qui est utilisation du digital. Donc, c'est nécessaire à ce niveau-là, et c'est nécessaire aussi, c'est le projet de Condorcet, 1792, l'instruction publique. C'est aussi pour, en tant que citoyen, on a besoin de développer ces capacités-là. Je vais juste vous confirmer, parce qu'on a pris aussi les statistiques américaines, on les a retournées et on n'est pas arrivé aux mêmes conclusions que les Américains. Et j'ai des collègues qui travaillent pour l'évolution des métiers, et je vous ai pris l'installateur chauffagiste. Puisqu'on parle beaucoup d'énergie, on a la nouvelle loi sur les chauffages, les chauffe-eau individuels. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que bien sûr, l'installateur chauffagiste devra travailler avec des nouvelles méthodes, Internet, etc., etc. C'est pas mon métier, mais qu'il y a aussi de nouveaux métiers qui vont émerger autour. C'est tout ce qui est sur le conseil, soit le conseil technique, mais aussi le conseil financier. Le conseil écologique, enfin sur les conséquences environnementales d'une nouvelle installation, sur comment lire les nouvelles réglementations. Donc on voit en fait dans beaucoup de métiers traditionnels, d'autres métiers qui se greffent. Alors après, dire si on aura un nouveau métier qui sera conseiller en installation chauffagiste, je ne sais pas, mais il y aura peut-être un nouveau métier de conseil en énergie individuelle ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi important, parce que qui va faire ce métier-là? Est-ce que ça va être un consultant en entreprise qui va faire une spécialisation en énergie, ou ça va être un énergéticien ou un chauffagiste qui va faire une formation additionnelle en conseil? C'est toutes les questions. Et là, on arrive sur la notion de module, parce qu'il y a quand même un cœur de métier. Ça sera le chauffagiste, ça sera le conseiller, ça sera le spécialiste en finance, je dirais, à qui on donne un module en plus. Et c'est là la discussion, je retourne sur les principes allemands, de dire on maîtrise son métier qu'au bout d'un certain temps. Et l'acquisition des compétences transversales, soft skills, etc., ça ne se fait qu'en entreprise. C'est là où on est socialisé. Et je voulais compléter votre remarque sur les financements. Je travaille dans beaucoup de pays et je suis habituée à entendre ah oui, mais une TPE qui va prendre un engagement sur 3 ans dans un secteur concurrentiel de payer un apprenti, on ne sait pas si l'entreprise existera encore l'année prochaine. On voit déjà les problèmes à l'horizon. Ça, c'est vrai. Mais on a les modèles économétriques. Et du moins en Allemagne et en Suisse, bien sûr, on va prendre les pays à système dual, l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, le Danemark. Si la formation est sur 3 ans, l'entreprise rentre dans ses frais. Puisque justement, la première année, c'est un investissement brut, c'est clair. La 3e année, le jeune est à 90% fini. Donc il a 1 an de contribution à la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais si les formations sont en module sur 6 mois, c'est de l'investissement pur, c'est sûr. Il faut investir dans le personnel d'accompagnement, dans l'équipement. Je connais certains pays où
on ne fournit pas l'équipement de sécurité, les bottes, le masque, les casques et tout ça. C'est à la charge de la personne, qu'elle soit en initial ou en continu. Donc vous imaginez déjà l'investissement de la personne. Et tout ça, c'est aussi des choses à régler et à penser. Non, je voulais savoir si c'était mon tour. Bonjour, Guilain Mauviel, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine et je suis vice-président en transition écologique, je serai dans la table ronde suivante. Je ne vais pas vous poser des questions dures, hein, parce que j'aimerais pas que vous fassiez pareil après. Non, à l'origine je suis en école d'ingénieur, donc je voulais déjà réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que c'est très vrai pour certaines formations, mais sur, par exemple, la formation aux soft skills pour des étudiants d'école d'ingénieurs ou autres d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'elle ne se développe qu'en entreprise. D'une part, nous, on fait beaucoup de choses autour des mouvements associatifs étudiants pour qu'au sein de leurs engagements associatifs, ils développent déjà certaines compétences de type soft skills et à travers aussi leurs projets étudiants. Enfin, c'est des choses qu'on commence même à évaluer, hein, ce qui n'était pas si évident que ça pour nous il y a quelques années. Donc voilà, je suis d'accord qu'elle se développe beaucoup en entreprise, mais pas uniquement quand même. Et puis d'ailleurs, je nous invite aussi à ne pas penser que à l'entreprise privée, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas des entreprises privées. En tout cas, le premier employeur de la Lorraine, c'est le CHU, le deuxième employeur, c'est l'Université de Lorraine. Donc voilà, il y a des employeurs qui ne sont pas des entreprises, en tout cas. Donc voilà, il faut dépasser aussi la seule entreprise privée. Et puis, dernière chose, par rapport à l'apprentissage, vous disiez que le supérieur s'y était mis, hein, que de plus en plus, on avait de l'apprentissage dans le supérieur. Je ne connais pas totalement la problématique, mais j'ai vu ce qui s'est passé dans mon école d'ingénieur et dans d'autres. C'est venu quand même comme une opportunité économique à un moment donné. Et ça a été saisi surtout par ce biais-là, parce que ça apporte des financements, des fonds propres aux écoles d'ingénieurs, etc. Donc ça a été quand même la première motivation. Et franchement, nous, on y est venu avec des pieds de plomb parce qu'on avait des modèles d'alternance qui nous semblaient bien meilleurs que le système d'apprentissage. Et en particulier, quand on est sur des formations en école d'ingénieur, en fait, nos étudiants, ils ont vocation à aller partout en France pour la professionnalisation. Ils ne restent pas en Lorraine. Ils vont, quand ils doivent partir en entreprise, ils partent dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Donc, du coup, c'est le système d'apprentissage avec une alternance imposée de 2 mois, 2 mois, ou 1 mois, 1 mois, ou 15 jours, 15 jours, elle est impossible, quoi. Et c'est vraiment un non-sens, hein, de ce point de vue-là. Et ça a été vraiment très difficile. On avait des alternances de 6 mois qui marchaient très bien. Et d'ailleurs, un étudiant en école d'ingénieur, il faisait 6 mois dans une entreprise, 6 mois dans une autre, 6 mois dans une autre. Et là aussi, je pense que vous disiez il faut 3 ans pour que quelqu'un soit efficace. Ben non, un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur, quand il fait un stage de 6 mois, il est efficace au bout de 3 mois. Hein. Souvent, il est employé derrière tout de suite parce que il est déjà. Moi, on me dit ah ouais, mais c'est bon quoi. Ils sont déjà ingénieurs en fait. Donc ouais, je pense que ça dépend des niveaux en fait, hein, quand même cette notion de ce retour sur investissement. Effectivement, 3 mois, 2 mois, c'est trop court, mais au bout de 4-5 mois, pour un étudiant de niveau Bac plus 5, il commence à y avoir des gens qui sont capables de produire et d'être efficaces, quoi. Juste une réaction à chaud, je dirais. Je parlais de formation initiale, donc avant le baccalauréat. C'est vraiment la formation initiale. Moi, j'ai l'impression de faire de la formation initiale aussi quand je fais de la formation. Oui, mais c'est parce qu'on est en. C'est pour ça que je parlais aussi des statistiques. On est dans des systèmes différents. Quand je parle de formation continue, ce sont les personnes qui ont déjà fini leur formation initiale ou qui ont fini leurs études. On n'est pas. Je suis en train d'écrire une monographie sur le système français avec les lunettes. Allemande, c'est très compliqué d'expliquer aux Allemands justement la structure, puisque
la première question, c'est la loi pour l'avenir professionnel. Les Allemands ne comprennent pas ce que ça veut dire, parce que on n'arrive pas à le mettre dans le système allemand. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des problèmes de communication. De toute façon, le système français est vraiment unique et très particulier et incompréhensible pour l'international. Chaque système est unique. Croyez-moi, je travaille avec beaucoup à l'international. Mais c'est pour ça qu'on est... En fait, je suis d'accord avec vos conclusions pour la France et bien sûr pour l'Allemagne, c'est sûr. Alors c'était juste pour la mise en place dans le supérieur. C'est vrai que nous, on ne l'a pas vécu comme une demande des entreprises, par exemple. Les industriels avec qui ont travaillé nous demandaient peu. C'est devenu comme une demande de l'État. Maintenant, une école d'ingénieur peut difficilement avoir une accréditation si elle n'a pas une filière par alternance. Donc on l'a vécu aussi, je pense qu'on aura besoin de temps pour avoir un modèle qui corresponde aussi à nos types d'études, parce que dans l'apprentissage, on est obligé de visiter 2 fois l'entreprise. Moi, mon dernier alternant, il était à Bordeaux. 1 jour pour descendre, 1 jour pour monter, 2 heures de réunion. 2 fois par an, d'un point de vue du développement durable, c'est pas possible. C'est vrai aussi qu'on a la problématique des modalités d'alternance. Quelqu'un qui est à Bordeaux, s'il doit revenir faire 3 semaines en entreprise, 2 semaines chez nous, il lui faut 2 appartements et ça devient vite invivable. Et je rajoute juste un truc, la commission des titres d'ingénieur nous demande par ailleurs que tous les étudiants et apprentis partent 6 mois à l'étranger. C'est compliqué de faire un apprentissage quand on doit repartir aussi 6 mois en mission. Il y a des demandes en fait qui sont pas illogiques, mais qui mettent en tension beaucoup les étudiants et les systèmes. Mais ce qui est super sympa, c'est qu'on voit dans toutes les écoles d'ingénieurs, chacun le fait à sa sauce. En fait, chacun cherche à Là, on est encore dans une période où chacun cherche à s'ajuster un peu à sa façon, en fonction du système. On est tous à regarder sur ce que fait le voisin. Donc, moi, je ne doute pas que d'ici 3-4 ans, on aura des dispositifs d'alternance dans le supérieur qui seront assez calés, et aussi bien confortables aussi pour les étudiants, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient dans des situations à traverser la France 15 fois par année, et qui vont vraiment permettre une formation de qualité. Oui, je crois qu'il y a des problématiques très spécifiques au SUP qu'on ne retrouvera pas sur l'infrabac, même si on les retrouve, mais c'est vrai que sur l'infrabac, on a un vrai dialogue. En tout cas, c'est comme ça qu'on le travaille au niveau secondaire. C'est un dialogue avec l'entreprise en fonction du niveau de formation, en fonction du jeune, pour caler, finalement, faire à la carte en termes d'alternance. Le nombre d'heures, il est imposé, mais à l'année. Et je me permets juste une boutade, si vous arrivez au bout de votre monographie, il faudra ensuite en faire une pour expliquer aux Allemands notre décentralisation. Mais voilà. Au niveau de la formation pour des plus jeunes, cette continuité entre la formation qui va être faite en milieu scolaire ou en centre d'apprentis et la formation en entreprise est multi-entreprise. C'est pas non plus une seule entreprise, parce elle développe ses propres process, ses propres cultures, etc. Et il faut qu'un jeune en formation, il voit une diversité de lieux d'apprentissage, de pratiques, de process, etc. Et donc ce continuum, quand on met des alternances de 6 mois, donc très longues, ou le tutorat, parce que le tutorat, je trouve que c'est une des clés de la réussite de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à la fois un tutorat par le système de formation et à la fois un tutorat en entreprise de qualité, où entre tuteurs aussi on échange, on va accompagner le jeune jusqu'à sa propre réussite. Alors l'enseignement supérieur, il n'est pas sur les mêmes standards, parce qu'il y a déjà des prérequis qui sont posés, qui ne sont pas posés quand on est un gamin de 15 ans, et souvent, qui est orienté vers la voie professionnelle. Il y a des codes sociaux, il y a des codes culturels, il y a des codes de langage. Ah ben non, je vous invite demain. Tout est à construire. Tout est à construire. Donc du coup... Je suis toujours un peu... j'ai du mal avec ce genre de discours, parce que j'ai l'impression qu'on disait la même chose de ma génération. Donc les codes sociaux se perdaient, on était moins... Donc... Non, mais je tiens 2 jours en entreprise, au bout de 2 jours, je me fais virer, parce que ponctualité, parce que je réponds à mon supérieur hiérarchique, parce que ça me saoule et je m'en vais.
Donc du coup, la rupture est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut retravailler. Et ça, c'est par ce travail d'accompagnement pédagogique et éducatif qui fonctionne, qu'on n'est pas sur un échec, une rupture définitive. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Ah mais non, mais je pense que c'est quand même 40 ans de vécu, quoi. Hein, donc, en milieu de formation professionnelle, du CAP jusqu'au bac pro, et on n'est pas sur les mêmes prérequis. Alors, ça marche, mais il faut du temps. On sait qu'il y a des échecs, on reprend, on recommence, et les jeunes sortent après, à la fois au niveau de l'insertion, du diplôme et de l'insertion, qui est quand même notre vocation. Et donc, on n'est pas sur les mêmes standards quand même quand on travaille en niveau supérieur, parce que il y a des qualités d'autonomie, des capacités de travail personnel, etc., qui sont déjà posées de par son parcours précédent, qui ne sont pas posés quand on arrive à un élève. Ils sont plus posés, quoi, voilà. Mais qui ne sont pas forcément posés quand on arrive à un élève qui est déjà en échec scolaire et qui arrive pour démarrer un CAP ou pour démarrer un bac pro. Donc il y a cette confiance qu'il faut restaurer, il y a ce sens de l'effort, cette capacité à se confronter à d'autres qui est très importante. Merci pour ce témoignage. Le temps est quand même un peu compté. Nous allons interrompre ce débat qui était passionnant. Je suis ravi qu'il ait eu lieu ici parce que c'était au cœur du projet de là-haut sur la colline. On va faire une brève pause de 5 minutes et on va enchaîner immédiatement sur le débat. Quels apprentissages devons-nous promouvoir pour relever le défi écologique ? Je pense que cette question est assez brûlante et chaude, on va dire. À très bientôt, donc 5 minutes.